Donc déjà, pour resituer, il y a énormément de contrats en agriculture. On a des contrats de services, des contrats d'assurance, des contrats de travail. Nous, on va parler des contrats de commercialisation et plus spécifiquement des contrats de commercialisation des porcs charcutiers. Alors qu'il y a d'autres échanges qui sont contractualisés comme l'achat d'aliments ou les échanges de porcelets. Donc, dans ces modes de commercialisation, il y en a 3 principaux. Donc, le gré à gré qui se fait un échange direct entre 2 personnes, dont le prix peut être fixé de façon variable. Il y a les échanges, les accords verbaux, les échanges usuels par habitude. Il y a les contrats. Et puis, il y a l'intégration verticale. Donc, on entend par intégration verticale le moment où une entreprise ou une exploitation possède plus d'un maillon successif de la filière. C'est-à-dire, ça peut être un producteur, la production et l'abattage, l'alimentation du bétail et la production, ou l'abattage, la découpe et la transformation. Et donc, nous, ça tardera plus particulièrement sur la partie des contrats. Et ces contrats ont plusieurs modes de fixation des prix, comme on a pu le constater dans les expériences précédentes, et puis comme on peut le constater en France. Donc on a une référence spot avec une confrontation directe du marché, donc avec offre et demande. On a des contrats à échéance, ce qu'on appelle les contrats à livraison différée, où là on passe un accord à un moment donné pour une livraison à un horizon plus ou moins lointain, à un prix qui est fixé à l'avance, ou soit un prix fixe, soit un prix dont les modalités de calcul sont convenues à l'avance. Il y a aussi des contrats qui sont passés pour des livraisons régulières, comme on a pu le voir par exemple, qui s'adaptent au mode de production, comme c'est le cas en Angleterre par exemple, où on a des livraisons hebdomadaires, mensuelles ou par lot, selon si on est naisseur-engraisseur ou engraisseur. Donc ces fixations de prix sont basées soit sur un prix de référence, soit sur des formules de calcul qui incluent un ou plusieurs prix de référence. Donc, juste un petit mot pour définir le contrat de production et le séparer. C'est ce qu'on appelle communément en France intégration. C'est là où un éleveur réalise un service pour lequel il est rémunéré pour un entrepreneur ou un donneur d'ordre. Donc là, il n'est pas payé pour les porcs, c'est pas ses porcs, il n'est pas rémunéré par le marché, mais il est rémunéré par l'entrepreneur et c'est ce donneur d'ordre, c'est la personne qui propose le contrat qui assure le risque. Donc le contrat de commercialisation, lui, porte exclusivement sur la mise en marché du porc, que ce soit par un producteur ou par l'entrepreneur qui a fait produire ces porcs. Typiquement, aux États-Unis, où on a 70% des porcs sous contrat de production, la quasi-totalité de ces porcs sont ensuite commercialisés via des contrats. Donc, les contrats de commercialisation permettent de gérer un risque de prix ou de marge, permettent de gérer un risque de débouché pour les éleveurs et un risque d'approvisionnement pour les abatteurs. Mais ils ont aussi des inconvénients, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Les contrats peuvent présenter des défauts au niveau de la contrepartie. Ça peut être la contrepartie physique, avec des défauts avec les volumes qui ne sont pas livrés, ou une contrepartie financière avec des problèmes de paiement, d'insolvabilité, de défaillance financière d'un ou des deux co-contractants. Les défauts de livraison peuvent porter sur un volume insuffisant, des dates non respectées, et puis il y a un défaut de qualité où la qualité livrée n'est pas celle à laquelle les co-contractants se sont engagés par écrit. Donc, il y a un certain nombre de clauses qui sont particulièrement importantes à respecter dans ce genre de contrat pour limiter ces risques. Et garantir l'intérêt des contrats. Donc parmi les clauses générales qui sont les plus importantes, il y a tout ce qui concerne la livraison, la date, la fréquence et le lieu de livraison. C'est particulièrement important si la livraison doit être éloignée ou doit se faire tôt le matin. Il y a des modalités à mettre en place spécifiques auxquelles les co-contractants doivent s'engager. La durée du contrat.
Ça peut être des contrats ponctuels, notamment pour les contrats à livraison différée. On s'engage de temps en temps à livrer des lots. Ça peut être des contrats à court et moyen terme, comme on peut le constater en Italie, où c'est des contrats de 1 an, ou en Angleterre, où on est sur des contrats de 2 à 5 ans, ou des contrats à durée indéterminée, qui se retrouvent assez fréquemment aux États-Unis, qui s'appellent les evergreen. Et donc là, il faut particulièrement faire attention à des clauses de révision des contrats. Donc il faut bien sûr fixer les volumes échangés. Il peut y avoir aussi des clauses de non-concurrence, c'est-à-dire que l'éleveur qui s'engage dans ces contrats doit apporter l'intégralité de sa production, mais ça peut être aussi écrit noir sur blanc que du coup il peut apporter qu'une seule partie de sa production. Et puis, très important, la fixation du prix de référence, donc soit, comme on a pu le voir, basé sur des cotations officielles, pour une petite partie de la production américaine et pour une partie plus importante en Angleterre, et soit sur des formules de calcul, notamment pour mettre une composante de coût de production dans l'établissement du prix. Et puis bien sûr les conditions de paiement et de crédit, avec notamment les durées, le délai de paiement ou voire des études de solvabilité des co-contractants pour éviter les risques de défaillance financière en cours de contrat. C'est particulièrement le cas pour des contrats à longue durée. Donc ensuite, il y a toute une partie très importante sur les caractéristiques des porcs, sur la définition, sur la qualité attendue des porcs ou des carcasses. Donc c'est des points qui peuvent concerner le TVM, le poids, mais ça peut aller aussi jusqu'au pH ou au rendement dans certains cas. Sur les méthodes de classement des porcs et des carcasses, pour être d'accord sur ces modalités, qu'il n'y ait aucun point de négociation, enfin de remise en cause du contrat possible. Les grilles de paiement derrière pour ces qualités demandées doivent être fixées. Ça peut être le poids, le TVM. En Angleterre, c'est beaucoup l'épaisseur du lard dorsal. Et puis la définition de bonus. Donc ça peut être pour un cœur de gamme, pour une qualité spécifique ou, comme en Angleterre par exemple, pour la régularité des livraisons. Il est important aussi de bien préciser les clauses pour les porcs refusés, décédés pendant le transport, déclassés ou les pièces déclassées en abattage, et de bien préciser qui assumera la perte ou de préciser qui assumera une proportion de la perte. Et puis il y a toutes les clauses juridiques qui sont peut-être rébarbatives mais vitales. Sur les contrats à longue durée, il y a les clauses de révision de contrat. Ça peut être, elles peuvent traduire des modifications du marché, des modifications de situation de l'offre et de la demande, des situations de prix, de flambée de certains intrants, l'évolution des partenaires avec peut-être le développement d'un élevage ou des problèmes financiers de l'abatteur par exemple. Il est très important de prévoir une procédure de résolution de gestion des conflits avec notamment la détermination d'une référence. Donc la plupart du temps, une première procédure à l'amiable est réalisée. En France, en général, ça passe ensuite par le tribunal du commerce et ça peut aller, selon les sommes engagées, jusqu'au tribunal d'instance ou de grande instance. Et puis bien sûr, il y a les clauses pour cas de force majeure, que ce soit météo ou maladie sur l'élevage, les clauses de confidentialité du contrat, les clauses de rupture et les clauses de clôture du contrat, notamment pour les Américains avec leurs fameux ledgers ou livres de compte, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait le bilan de la situation du marché par rapport au prix d'objectif et qu'on regarde comment celui des deux contractants qui s'en est le mieux sorti partage une partie de la marge réalisée avec celui qui en a le moins bénéficié. Donc rapidement un petit peu les autres filières en complément de ce qui a été dit de la filière ovine, où on voit que là il y avait un objectif très clair d'organisation de la filière et de maintien du niveau de production. Dans la filière laitière, les contrats qui se mettent en place arrivent plutôt sur une optique de substitution aux quotas. Donc là on est plus sur une idée de gestion des volumes et les niveaux de prix sont assez peu négociables. En filière bovin-viande, il y a eu récemment un contrat qui a été mené par Interbev qui porte sur un système de contractualisation.
Et donc là, l'objectif de ce contrat est essentiellement d'amortir les variations de prix. Et puis en filière avicole, on n'est pas trop sur des contrats de commercialisation, mais plus sur des contrats de type des contrats de production, voire carrément de l'intégration verticale. Et donc là, on est plus sur des problématiques de gestion d'assurance du débouché, de gestion de la qualité de l'approvisionnement et d'incitation des éleveurs qui sont sous contrat à évoluer vers telle ou telle filière, tel ou tel type de production, telle ou telle qualité. Donc, de tous ces éléments-là, en conclusion, les contrats un peu partout, quelle que soit la production et quel que soit le bassin de production qu'on regarde, sont utilisés pour garantir soit un prix ou une marge, soit pour garantir un approvisionnement, un débouché, une qualité. Il y a une énorme variété de contrats. On ne peut pas dire qu'il y a un grand type de contrat. Il y en existe plusieurs. À livraison différée, contrat de commercialisation régulière, voire même aux États-Unis, pour les entreprises qui ont les fonds et les épaules assez solides, des contrats sur le marché à terme. Et qui ont des durées variables, des prix de référence variables, des modalités de calcul différents aussi, et qui reflètent en fait la capacité d'adaptation du contrat aux différentes situations. Cependant, il y a l'envers de la médaille, c'est-à-dire que ça nécessite le plus souvent un engagement, et surtout pour les contrats sur les prix, on est protégé des évolutions défavorables du marché, mais on ne peut pas profiter des évolutions favorables du marché. Donc quand on prend cet engagement, on sait qu'on ne peut pas profiter du plus, mais on ne souffre pas du moins. Donc on prend une option de sécurité. Donc c'est un choix qui est fait au moment de faire le contrat. Donc en France, la particularité de la France, c'est qu'il y a énormément d'élevage naisseurs-engraisseurs qui vendent régulièrement sur le marché et qui bénéficient d'un effet de lissage du prix par la saisonnalité et par le cycle du porc. Or, actuellement, on a depuis les années 2007-2008 et la conjonction de la première grande crise matières premières et d'une crise économique assez durable dont on peine à voir la fin, un décalage du cycle du porc qu'on a du mal à percevoir et dont on se demande s'il existe encore, notamment avec la spécialisation des structures, etc. Donc là, le cycle du porc ne permet plus un lissage aussi efficace qu'auparavant et un trou dans les trésoreries se crée. Donc la question peut se poser par rapport à cette problématique-là. Une partie de la production de porc en France est aussi issue d'élevages engraisseurs qui bénéficient moins de cet effet de lissage et qui peuvent, sur certains lots ou pour certaines parties de la production, garantir une partie de leur marge en passant par des contrats. Et puis, il y a une production qui quand même s'annonce en baisse pour les années à venir. Et le passage par des contrats peut être intéressant, par exemple pour les abattoirs, pour s'assurer une garantie d'approvisionnement, mais aussi, dans certains cas, une garantie pour une certaine qualité. Donc du coup, c'est particulièrement intéressant sur des marchés de niche de développer les contrats. Donc il y en a pas mal dans les filières races locales. Et puis là, récemment, Système U vient de proposer un contrat direct à des éleveurs, à une centaine d'éleveurs bio, en un système un peu tripartite comme Tesco a essayé de le faire en Angleterre, en intégrant 2 abatteurs. Mais voilà, là encore, on est sur un marché de niche. Voilà, l'idée de ces présentations était de vous présenter un petit peu l'étendue des contrats, de ce qu'on pouvait en faire, de quelles étaient les possibilités qui pouvaient avoir lieu en France pour un peu ouvrir le débat et voir en fait quelles étaient les attentes, quelles pouvaient être les attentes par rapport à ces contrats. Est-ce que le marché en France est mûr pour ça et puis même si c'est pas pour maintenant, de se dire que la réflexion a été entamée et que si dans quelques années la situation change, on a ces outils qui existent et sur lesquels on a quelques pistes. Voilà, je vous remercie.